J'ai appris seulement à 16 ans que j'étais la petite fille de Jules Durand, que c'était mon grand-père. Quand ma mère a osé en parler, quand elle a enfin pu nous expliquer son histoire, qu'elle cachait puisqu'elle en avait beaucoup souffert. Mon frère, avec moi, on lui a dit « mais tu as tort de ne pas nous en avoir parlé, ton père c'est un héros ». Nous, on a vu toute la belle histoire aussi de mon grand-père et non pas le côté entaché que ma mère portait. J'ai envie de dire que même aujourd'hui, je raconte très très rarement cette histoire. J'ai même eu du mal à la dire à mes enfants parce que c'est énorme. C'est tellement monstrueux ce qui est arrivé à Jules Durand que c'est quelque chose qu'on a du mal à raconter. Qui se souvient du destin tragique de Jules Durand? Jeune docker syndicaliste, un humaniste, condamné à mort pour un crime qu'il n'a pas commis et qui va sombrer dans la folie. Le Havre, septembre 1910. La grève des dockers charbonniers met depuis un mois le port à l'arrêt. Une nuit, un contremaître non gréviste meurt au cours d'une bagarre sur les quais. La police arrête un des meneurs de la contestation, Jules Durand, bien que non présent sur les lieux du crime. Une sordide machination et une justice dite de classe vont ainsi produire le plus grand fiasco judiciaire du XXe siècle. On est sur une affaire hors du commun, où la justice s'est complètement fourvoyée. Et surtout, j'étais juge d'instruction au Havre. Et je me suis dit, cette affaire s'est déroulée en partie dans ce cabinet de juge d'instruction. Et je voyais le fantôme de Jules Durand assis à côté de son avocat René Coty. Et je me suis dit, il doit y avoir des archives quelque part. Donc j'ai commencé à fouiller un peu. Au tribunal, rien. Je suis allé à la maison des avocats, rien. Et puis je suis allé à Rouen aux archives et pratiquement rien, puisqu'on m'a sorti un vieux carton poussiéreux de tous les arrêts de la cour d'assises de 1910, de la cour d'assises de Seine-Inférieure, on disait à l'époque. Et j'ai cherché désespérément le dossier de Durand. Il n'y avait plus de dossier, il y avait juste une feuille volante recopiée à la main par le greffier à l'époque qui indiquait qu'il avait été réhabilité par la Cour de cassation en 1918, soit 8 ans après sa condamnation à mort. Et c'était tout. On savait que Jules Durand était mort fou en 1926, donc on a recherché les dossiers médicaux, et là aussi, aucun dossier médical. Et là, on s'interrogeait, pourquoi plus de traces? Plus de traces sur cette affaire, qu'est-ce qu'on a voulu effacer? Qui a voulu mettre un voile sur ce scandale judiciaire, sur cette tragédie? Et ça nous a donné, et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Depuis une dizaine d'années, l'Association des Amis de Jules Durand réunit des historiens, dockers, magistrats, psychiatres. Ils refont l'enquête pour tenter de lever la chape de plomb qui entoure l'affaire. Cette histoire commence au début du XXe siècle. Le Havre, c'est la porte de l'Amérique pour le commerce et les passagers. Des dizaines d'armateurs et compagnies, dont la principale, la Compagnie Générale Transatlantique, assurent un développement économique et un besoin en main-d'œuvre sans précédent. Au Havre, ce qui est très important, c'est qu'il va y avoir des trusts, des multinationales qui vont s'installer et la ville va s'imposer comme une oasis industrielle et un bassin d'emploi considérable. Donc tous ces emplois vont attirer comme un aimant les populations, les prolétaires qui n'ont que leur force de travail à offrir. Et il y a une nouvelle classe sociale qui va être identifiable, la classe ouvrière. C'est l'apogée du charbon. Quand il y a eu les machines à vapeur, le commerce du charbon s'est beaucoup développé. Donc on a parlé de charbonniers qui déchargeaient le charbon, qui venait beaucoup d'Angleterre.
et qui chargeait des navires ou qui l'expédiait vers les usines, vers le chauffage urbain. Et donc ce groupe des charbonniers a plus tard été intégré dans le groupe Docker. Le métier de charbonnier sur le port du Havre était un métier extrêmement pénible, extrêmement précaire. C'était des gens qui étaient embauchés à la journée, souvent repris de justice, clochards, précaires à tous les niveaux. Jules Durand, il est atypique dans ce groupement d'ouvriers charbonniers parce qu'il va suivre des cours à la Bourse du Travail le soir. Il va adhérer à la Ligue des droits de l'homme, ce qui n'était pas très fréquent chez les ouvriers. Il va être militant d'une ligue anti-alcoolique. Sinon, il vit chez ses parents, quai de Saône, avec sa compagne, Julia. Sa passion, c'est qu'il élève des pigeons. Et puis, la plupart de son activité, c'est son activité professionnelle et son engagement syndical. Il choisit consciemment de s'embaucher chez les charbonniers. C'est une espèce de décision il était déjà syndicaliste, d'un militant, de s'investir dans un milieu encore peu syndiqué, encore peu politisé. Et il y a vraiment une volonté d'organisation. En 1910, c'est vraiment une année particulière. On a un mouvement revendicatif très autonome qui va mettre en avant le boycott, le sabotage, la grève générale et l'action directe, donc sans intermédiaire. Et on a plein d'exemples pour illustrer cette répression étatique. On a presque 500 personnes qui ont été mutilées, on a des arrestations, on a des peines de prison associées, on a des morts qui sont au 1er mai 1910 au nombre de 17. Donc oui, on est dans un contexte extrêmement répressif et l'affaire Durand va arriver quelques mois plus tard, mais le ton est déjà donné à ce moment-là. Le climat social est tendu. Plusieurs grèves ont lieu dans divers secteurs industriels à cause de la hausse du coût de la vie. Les ouvriers charbonniers veulent également faire entendre leur voix. Jules Durand fait porter leurs revendications auprès des armateurs. Les patrons ont le droit d'appartenir à un syndicat. Pourquoi nous, ouvriers, n'aurions-nous pas le droit de nous syndiquer? Nous autres, qui avons déjà bien du mal à gagner notre vie, ne gaspillons pas l'argent, gardons-le précieusement, car la vie est bien triste pour celui qui, à l'heure actuelle, n'a pour vivre que sa conscience et son honnêteté. Son combat, je l'ai lu dans ses lettres, il se battait justement pour les premiers besoins vitaux de l'individu, qu'il soit respecté, qu'il n'ait pas faim, qu'il n'ait pas soif, qu'il ait tout ce qu'il lui faut. Et quand je lisais que justement des douches sur les lieux de travail, c'est qu'ils soient propres après une journée où ils étaient dans la poussière, dans la boue. C'était ça son combat. C'est franchement c'est des besoins vitaux pour tout individu. C'est la justice, qu'il ait du travail, qu'on le respecte en fait, c'est ça. Donc oui, je suis fière de ça. Car un homme qui combat pour sa liberté n'a pas le droit de désespérer. Camarades, tous ensemble, sans larmes dans les yeux, mais en serrant les poings, chantons, avant de nous séparer, l'hymne qui nous conduira un jour à la victoire. Debout les dames de la terre, debout les forçats de la main, la raison donne dans son travers, c'est l'éruption de la... C'était des revendications dans la continuité de ce qui avait été convenu avant. Il y avait déjà eu des accords et le dernier accord prévoyait qu'en cas d'introduction de nouvelles technologies, tout serait fait pour employer le plus de dockers charbonniers et que l'affaire serait négociée pour qu'il y ait un partage des bénéfices de ce progrès technologique. Or, il y a une espèce de provocation patronale dans laquelle la Compagnie Générale Transatlantique joue un rôle absolument central. Quand l'Assemblée des dockers charbonniers envoie Jules Durand et les autres délégués négocier,
pendant que les patrons négocient, ils introduisent le Tancarville. C'est un ponton flottant avec un convoyeur de charbon et ils le mettent en route. Donc c'est vraiment une réponse provocatrice. Et quand les délégués reviennent, le syndicat, puisqu'il y a un syndicat qui a été établi, décide de faire grève. Jules Durand joue son rôle de syndicaliste en faisant des tentatives de médiation avec le maire et les élus locaux. Mais les dirigeants de la Compagnie Générale Transatlantique restent intraitables. La grève est populaire et finit par s'étendre à l'ensemble du port. Tout le commerce maritime est à l'arrêt. Ce sont des gros industriels qui ont un poids conséquent, qui ont la presse avec eux, donc ils vont se servir de la presse pour discréditer le mouvement. Et les grandes entreprises vont demander aux ouvriers qui le souhaitent de contrer cette grève et d'être payés un petit peu plus. C'est ce qu'on va appeler les non-grévistes, et ils vont avoir deux noms, les jaunes ou les renards. Le 9 septembre 1910 va être un véritable tournant, puisqu'on a Louis Donget, qui était un non-gréviste, un jaune, un renard, et qui se vantait de l'être. Lui, il avait enchaîné 2 journées de travail et il est allé s'acheter un revolver et se saouler sur les quais. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré d'autres charbonniers, tout aussi saouls que lui. Le tenancier du cabaret dit qu'ils sont sortis, il y a eu une bagarre dehors et il y a eu des coups. Le pistolet est sorti, il n'est pas utilisé, mais ceux qui sont agressés par Donget sortent des couteaux et il est blessé. Et il meurt un jour plus tard. À ce moment-là, il y a une consultation très rapide de la direction locale de la Compagnie Générale Transatlantique d'accuser ceux qui ont tué Donget d'avoir été commandités par le syndicat aux ordres de Jules Durand. Pour le directeur de la compagnie, Stanislas Ducrot, c'est l'occasion idéale de mettre fin à la grève. Il interpelle le procureur de la République pour qu'on accuse le syndicat et son responsable, Jules Durand. Il est arrêté avec 2 autres syndicalistes dès le lendemain de la bagarre. Jules Durand, lorsqu'il est arrêté avec tout le membre du bureau du syndicat, ne sait pas pourquoi il est arrêté. En réalité, il est accusé d'avoir fait voter lors d'une réunion syndicale la mort de Donget et d'avoir organisé un guet-apens. Ma chère Julia, ne te fais pas de chagrin. Te dire, la principale chose en ce moment est de consoler le père et la mère, car je suis persuadé qu'ils doivent être dans un profond chagrin. Soyez certains que ma détention n'est qu'une question de jours et que je ressortirai la tête haute. S'il te plaît, n'oublie pas mes pigeons. Nous sommes dans la salle de la cour d'assises de Rouen où Jules Durand a été condamné à mort le 25 novembre 1910. Ce procès se déroule en cour d'assises à peine 2 mois après son arrestation. Normalement, cette affaire aurait dû être qualifiée de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ce n'était qu'une bagarre d'ivrogne. Et finalement, la justice de l'époque, la justice de classe, va d'entrée intervenir pour qualifier les faits d'assassinat et accuser le leader syndicaliste Jules Durand de complicité d'assassinat. C'était une façon d'impliquer les chefs du syndicat dans cette affaire. Eh bien, au terme d'une instruction complètement bâclée et expéditive, on se retrouve ici en cour d'assises à Rouen. Mes très chers parents,
nos accusateurs viennent de me faire conduire menottes aux mains à la prison de Rouen. Mais qu'ils prennent garde, car la cour d'assises s'apercevra bien que ce n'est que mensonge, et que tout n'est que parti pris contre le syndicat. Le 23 novembre démarre le double procès dit de l'affaire Dongé. Il y a 7 accusés, les 4 qui ont donné les coups mortels et les 3 membres du syndicat, dont Jules Durand. Face à eux, un jury composé de commerçants ou de rentiers. Les jurés étaient plutôt des notables, qui étaient relativement éloignés des conditions de travail de Durand et ses camarades et de la classe ouvrière en général. Et donc on a un avocat général qui va très tôt qualifier les faits d'assassinat. On a un président très à charge qui va refuser au cours du procès qu'on parle de grève et de syndicalisme pour se limiter à l'assassinat de Dongé. Il y avait un avocat, René Coty, qui était donc du côté des accusés et qui était chargé de la défense de Jules Durand. René Coty, futur président de la 4e République, est alors un jeune avocat de 28 ans qui n'a aucune expérience en cour d'assises. Au moment où le procès démarre, la France connaît un contexte social explosif. Il faut savoir que nous sommes en novembre 1910 et la France a été très, très secouée, on va dire, par les grèves des cheminots qui ont bloqué le pays. Et il y avait une réelle psychose à l'égard des syndicalistes à l'époque. Voilà, tous les ingrédients sont là d'une justice de classe, d'une justice très anti-syndicale pour que cela aboutisse finalement à la condamnation de Durand et de ses co-accusés. L'affaire a un tel retentissement que toute la presse nationale assiste aux audiences. Le procès est très court, seulement 3 jours pour 7 accusés et une 60aine de témoins. Une grande partie de ces témoins est soudoyée par la Compagnie Générale Transatlantique pour aller dans le sens de l'accusation. Ça a été une des grandes surprises, notamment pour Jules Durand, c'est de voir ses camarades dockers charbonniers du Havre se relayer à la barre pour l'accuser d'être à l'origine de cet assassinat. Et ses camarades étaient complètement réhabillés de la tête aux pieds par la Compagnie Générale Transatlantique avec des complets, des vestons, des souliers vernis, ce qui était complètement choquant pour les ouvriers qui, eux, étaient dans le box en guenilles. Il y avait un contraste saisissant pour tout observateur de l'époque. Quant aux témoins à décharge, certains ne sont même pas entendus, quand d'autres ne sont pas considérés à leur juste valeur, comme le commissaire Henry, chef de la sûreté du Havre. Un témoin capital qui, très courageusement, se présente à la barre en déclarant « Nous avions des mouchards sur les quais et dans les assemblées générales de grévistes et jamais nous n'avons entendu le secrétaire Jules Durand prononcer des mots de violence, de meurtre, d'assassinat. » Et donc, voilà, le policier venant à la barre témoignait que Durand n'a pas le profil d'un assassin. Ce témoignage exceptionnel n'a pas été suffisamment exploité par la défense, a été un peu balayé d'un revers de manche par le président et n'a pas eu l'écho qu'il aurait dû avoir dans l'intérêt de Durand. Au terme des 3 jours du procès, les jurés devaient, en conscience, se poser la question « Est-ce que Durand est coupable et est-ce qu'il convient de lui accorder les circonstances atténuantes ?» Avec le double enjeu, s'il y avait culpabilité et circonstances atténuantes, c'était les travaux forcés, le bagne, Cayenne. S'il y avait assassinat ou complicité d'assassinat sans circonstances atténuantes, c'était l'échafaud, c'était la condamnation à mort. Et le procès se termine de la façon suivante. Jules Durand, levez-vous. Au terme de la délibération des jurés, vous êtes déclaré coupable de complicité d'assassinat. Les circonstances atténuantes ne vous sont pas accordées. En conséquence, vous aurez la tête tranchée sur une des places publiques de Rouen.
c'est la stupéfaction générale. Durand, dans le box, fait une syncope devant ses camarades et il s'écroule. On entend les pleurs de Julia, sa compagne. Le père de Durand est effondré et en retournant au Havre, il va tenter de se suicider en se jetant sur les rails. Il sera récupéré par ses camarades. Et les jurés, au moment du verdict, n'ont pas compris que Jules Durand était envoyé comme ça à l'échafaud. Et ils s'en sont émus très vite auprès du président, discrètement, en disant « mais nous n'avions pas compris », etc. Et le président, droit dans ses bottes, a maintenu le verdict. Et Coty est effondré. Il n'imaginait pas une telle issue. Il avait toujours dit à son client Jules Durand, faites confiance à la justice de votre pays. Et il dira dans une interview le lendemain que c'est une seconde affaire Dreyfus, c'est le premier à faire le lien entre l'affaire Dreyfus et l'affaire Durand. Le verdict va provoquer un émoi considérable. Les patrons, à l'origine de la machination, voulaient faire de Jules Durand un exemple. La justice en a fait un martyr. On ne parle plus de l'affaire d'Angers, mais de l'affaire Durand. Cette attaque sans précédent contre le syndicalisme va avoir un retentissement national et même international. Évidemment, ça a été important parce que ça a été un tel traumatisme. Une condamnation à mort pour un représentant docker syndical, vous voyez. Alors évidemment, des journaux comme l'Humanité, Jean Jaurès notamment, et d'autres s'en sont évidemment, presse ouvrière, vous voyez, dans le monde portuaire mondial, ça a été connu. Et assez rapidement, ça s'est propagé quand même. Et là, tous les ports se sont mis en grève, dans le monde entier. Et ça a été vraiment un élan incroyable, incroyable. Très vite, grâce à la CGT, la Ligue des droits de l'homme, il va y avoir d'abord des manifestations, des meetings, des affiches. 200 parlementaires vont écrire au président Fallières en disant qu'il faut absolument gracier Durand. Et Jean Jaurès va prendre la tête de cette campagne. L'Humanité va tous les jours relayer les mouvements sociaux, les manifestations, les tribunes pour sauver Durand et condamner cette justice de classe. La mobilisation autour de l'affaire est considérable, y compris au sein de l'Assemblée. Sous la pression nationale, le président Fallières commue la peine en 7 ans de réclusion fin décembre 1910. Jules Durand échappe à la peine de mort, mais il reste en prison et sa santé se dégrade. Diminué, il écrit une dernière lettre au président de la République. Monsieur le Président de la République, je n'ai pas besoin de vous redire, Monsieur le Président, les souffrances morales atroces que j'endure depuis des mois. Et je sens bien que je ne pourrai plus résister longtemps à l'horrible situation qui m'est faite. J'affirme, avec toute l'ardeur et la sincérité de mon innocence, que je n'ai commis aucun crime, que je suis un honnête homme. Et je vous supplie, Monsieur le Président, pendant qu'il est encore temps, de me rendre mon honneur, ma liberté, ma vie. La particularité de l'affaire Durand, c'est qu'après la condamnation à mort, il va perdre la raison. Et petit à petit, l'administration pénitentiaire va constater la dégradation de l'état mental de Durand, ce qui va permettre d'accélérer, je dirais, la mobilisation et les interventions au plus haut niveau, et ce qui va finalement aboutir en février 1911 à la libération de Durand pour des raisons de santé. La famille Durand a été complètement broyée par cette affaire judiciaire et il découvre, en rentrant chez lui 9 mois après, qu'il est père d'une petite Juliette, en fait, qui devait avoir été conçue au moment de la grève, mais il est dans un état mental tellement dégradé qu'il ne reconnaît pas cet enfant. Il rentre chez lui, il commence à égorger ses pigeons,
à devenir dangereux pour ses proches comme pour lui. Et ses parents, en désespoir de cause, vont devoir l'emmener à l'hôpital d'aliénés du Havre en disant nous sommes trop inquiets sur la dégradation de son état mental. Il va finalement être transféré à l'hôpital d'aliénés de Sotteville-les-Rouen. Il n'existe que 2 photos de Jules Durand, une avant et une après son incarcération. Elles permettent de mesurer l'ampleur de ce qu'il a subi. C'est atroce de voir ce visage, je peux pas vous dire. Je vois son martyr là, c'est la décrépitude de l'homme, quoi, parce qu'on l'a fait. C'est horrible. Alors qu'il s'est battu contre l'injustice, la liberté simplement. Voilà. Il demandait juste les droits pour ses camarades et lui-même. Il est devenu comme ça en très très peu de temps en réalité. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Parce que certains pourraient croire qu'il y a 20 ans entre les 2 photos. Non, il n'y a pas 20 ans entre les 2 photos. Ah non, quelques années seulement. Mais il a beaucoup subi en prison. Ça a été, un peu comme des tortures aussi. Oui, parce qu'il se savait innocent, il y croyait. Et à un moment donné, quand vous voyez que vous avez beau y croire parce que vous croyez justement en l'être humain et que malgré tout on vous condamne à mort, et avec les conditions du condamné à mort, c'est aussi ça qu'il faut voir. Voilà, camisole, chaîne, c'est horrible. Cagoule, enfin voilà, toutes les conditions sont horribles et voilà, et n'importe qui en réalité perdrait la tête dans ces conditions-là. On est où a été hospitalisé Jules Durand pendant 15 ans. Voilà, ces lieux. Et moi, j'aime bien considérer que les pierres gardent la mémoire de ceux qui ont été hospitalisés ici, ont été internés et ont vécu des choses vraiment très difficiles, terribles. C'était ce même type de bâtiment avec des salles communes à 30, 40, 50 malades hospitalisés, internés. Donc des conditions de promiscuité tout à fait terribles. Autrefois, ici, cet asile Catmar avait pas bonne réputation, voire une sinistre réputation. C'était presque une insulte. Tu finiras à Catmar. La folie de Jules Durand demeure un mystère, parce qu'il n'y a aucune trace de ses séjours hospitaliers, aucun document. Entre sa condamnation à mort et son retour au Havre le 15 février 1911, il aura passé 36 jours d'agonie psychique à la prison Bonne Nouvelle, avec la cagoule des condamnés à mort, puisqu'il avait été condamné à mort, avec sans doute des chaînes aux pieds et probablement une camisole de force pour des troubles du comportement. Alors, ce qui est tout à fait troublant, c'est qu'au début de son séjour à Bonne Nouvelle, à la prison de Bonne Nouvelle, il a beaucoup écrit à ses avocats, à sa famille, à des amis. Les lettres sont tout à fait normales. Et il va s'effondrer. Et pourquoi est-ce qu'il s'effondre ? On ne peut faire que des hypothèses. On aurait pu penser qu'une fois revenu dans des conditions de vie familiale aimante, normales, à nouveau, il serait revenu, comme on dit, à l'état antérieur d'avant son séjour à Bonne Nouvelle en prison. Or, ça n'a pas été le cas. Ces troubles de aigus à subaigus sont devenus chroniques. Et malgré tous les soutiens qu'il a reçus, y compris de ses amis syndiqués au Havre, parce que son retour au Havre a été un triomphe, malgré cela, il a décompensé, Et il n'y a pas eu de retour à l'état antérieur. C'est ça qui est aussi troublant et qui questionne.
Ok, nickel. Puis ça va pas bouger, hein, parce que ça fait quand même des années aujourd'hui. C'est ma grand-mère Julia qui habitait là. Ouais. Enfin, elle habitait chez ses beaux-parents, chez les parents de Jules Durand. Donc ma grand-mère Julia a vécu. Voilà. Puis ce martyr a vécu là, quoi. Ça n'a pas des fois les leçons de l'histoire. Pour ça, je viens pas souvent ici, hein. C'était vraiment... Ouais. Je suis venue 2 fois. 2 fois. Là, c'est maman petite avec Julia, ma grand-mère. Et parfois, je fais ça, mais j'ai pas de doute, hein, parce que franchement, mais je fais ça souvent. Je les regarde tous les deux. Je me dis quand même, c'est les yeux et tout ça. Ma grand-mère Julia, quand mon grand-père est sorti de la prison, l'a vue bien sûr, et malheureusement très vite après, il est rentré à Sotteville, à l'hôpital psychiatrique. Et donc ma grand-mère Julia a été obligée de travailler et est partie dans le Nord, à Maubeuge. Et donc c'est la grand-mère qui a élevé ma maman. Et donc ma mère ne voyait sa mère que de temps en temps quand elle venait la voir justement chez elle. Et le souvenir de maman, c'est une Julia toujours à la fenêtre, très triste, avec un châle sur la tête. Et ma mère lui demandant pourquoi tu es si triste, maman. Et elle lui disait, c'est rien ma chérie, je pense à toi. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'entendais quand j'étais enfant. Il faut dire aussi que la grand-mère l'avait dénommée, puisqu'elle ne supportait pas qu'elle s'appelle Juliette, fille de Jules et de Julia. Donc elle l'avait appelée Lucienne. Et nous, on a découvert aussi son prénom après. Madame, vous portez le nom de votre père? Non, puisqu'il n'a pas pu me reconnaître. De toute façon, il n'était pas divorcé. Ma mère n'a pas pu se marier, puisqu'il est devenu fou. Est-ce qu'on parlait de lui dans votre famille? Oui, comme j'ai déjà dit, j'ai entendu des bribes de conversation et je l'ai appris par une voisine. Mais à ce moment-là, beaucoup plus tard? J'avais peut-être 7 ans, 8 ans. Et quelle a été alors votre impression? Est-ce que vous vous souvenez de ce moment? Oui. Ça m'a fait beaucoup de peine. Et votre mère ne vous en a jamais parlé? Jamais causé, non, jamais. Mais connaissant la vérité, vous pouviez imaginer... Non, parce que je voyais ma grand-mère souffrir, ma mère aussi, et je n'aurais pas voulu leur en causer pour leur occasionner de la peine. À l'école, elle s'est fait insulter, tuer la fille d'un condamné à mort. Elle a reçu ça en pleine face. En pleine face. Alors la fille d'un condamné à mort. En plus, il était fou. Donc Avile d'Aliéné, fille de condamné à mort, sans savoir que c'était injuste et que c'était une erreur judiciaire. Donc il y a toute cette dimension d'ambivalence terrible. Bien que Jules Durand soit interné, la mobilisation continue pour sa réhabilitation. Sollicitée à plusieurs reprises, la Cour de cassation annule le verdict de Rouen en 1912. Mais elle refuse de juger sur le fond, comme elle l'a fait avec Dreyfus en 1906. Il faut savoir qu'au moment où éclate l'affaire Durand, nous sommes 4 ans après la fin de l'affaire Dreyfus. Donc l'affaire Dreyfus est dans toutes les têtes de tous les citoyens, de toutes les classes sociales. C'est intéressant à mon avis parce que la justice n'a pas traité les deux affaires de la même façon. Pour Dreyfus, à un moment, la Cour de cassation a dit on arrête les frais. Nous, on va se déclarer compétents à titre exceptionnel au fond de l'affaire et on va innocenter Dreyfus. Et Dreyfus est dans la salle au moment où on l'innocente. Il va retrouver son rang dans l'armée. Il va même être promu. On va véritablement non seulement l'innocenter, mais réellement lui redonner, le réhabiliter dans sa citoyenneté, dans son grade, etc. Pour Durand, rien de tout ça. La Cour de cassation a toujours refusé de juger au fond de l'affaire et on peut se demander si la condition ouvrière de Durand ne l'a pas pénalisé. Parce que Dreyfus venait d'une famille fortunée, d'une famille parisienne, avec un réseau, avec de multiples avocats, etc. Durand n'avait pas tout ça.
La guerre éclate en 1914. Les esprits sont ailleurs et les soutiens de Durand sont au front. Malgré cela, la justice suit son cours et grâce à une enquête qui révèle l'utilisation de faux témoignages lors du procès, la Cour de cassation innocente définitivement Jules Durand le 15 juin 1918. La réhabilitation a été une réhabilitation sur le papier, on va dire, de Durand. En juin 1918, les esprits sont ailleurs, la guerre de 14-18 n'est pas terminée, il n'y a personne dans la salle, il n'y a pas sa femme, il n'était pas marié, il n'y a pas son avocat qui est au front, il n'y a pas ses camarades syndicalistes qui sont également au front dans les tranchées pour certains morts, il n'y a pas Jaurès qui a été assassiné, il n'y a personne. Et ça ne se sait pas. Autant la condamnation à mort de Durand est très connue au Havre, autant la réhabilitation ne l'est pas. Des petits entrefilets dans la presse, voilà. Donc, et puis Durand ne retrouvera pas son rang, il va malheureusement devenir fou. Donc, véritablement, le traitement de l'affaire Durand est très très différent de l'affaire Dreyfus. Parce que là, la justice de classe, elle apparaît là aussi, hein, sur la différence de traitement. Il sera interné jusqu'à sa mort en 1926, sans jamais savoir qu'il avait été définitivement innocenté et réhabilité par la Cour de cassation en 1918. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi à l'époque les syndicats parlaient de crime judiciaire. Parce que pour le magistrat que je suis, associer crime à le rendu de la justice, entre guillemets, ça paraissait complètement aberrant. Et en fait, l'injustice de l'affaire Durand est telle que parler d'erreur judiciaire, c'est passer à côté de l'essentiel. Parce que dans l'affaire Durand, il y a d'abord la justice qui se fourvoie, qui se fait instrumentaliser par le patronat de l'époque. Et ensuite, il y a la justice qui, plutôt que de reconnaître son erreur ou de faire marche arrière, va délibérément oublier de poursuivre, une fois que la machination patronale est avérée, oublier de poursuivre les charbonniers qui ont fait des faux témoignages et plus grave encore, les cadres de la Compagnie Générale Transatlantique qui ont organisé cette machination, et on a les noms. Hein. Stanislas Ducrot était l'organisateur de cette machination patronale qui s'est montrée particulièrement efficace. Après sa mort, Jules Durand sombre dans l'oubli. Seuls les dockers entretiennent sa mémoire au fil des ans. Ça a été un drame qui s'est perpétué de génération en génération, mais de façon un peu locale, si vous voulez, parce que nous sommes que des ouvriers, et faire connaître cette histoire-là, quand vous êtes des ouvriers, au-delà, on n'avait pas les médias d'aujourd'hui. Vous savez, nous, on avait des employeurs qui étaient les descendants de certains qui étaient déjà là à l'époque, et je vous parle de la fin du XXe siècle. C'était des descendants de ceux qui étaient déjà là à l'origine de l'histoire dans la Compagnie Générale Transatlantique ou l'environnement. Donc voilà, ça gênait quand même, ça gênait le milieu armatorial du Havre, la Compagnie Générale Transatlantique qui était quand même connue dans le monde entier, ou presque. Vous voyez, c'est une grosse machine en face. Donc effectivement, la volonté a été d'étouffer cette histoire-là à un moment donné et qu'on n'en parle plus, quoi. Donc, évidemment, la mémoire a été perpétuée, mais il n'est pas devenu effectivement le martyr qu'il aurait pu être de la cause ouvrière. Il est toujours difficile de faire d'un fou un héros. On va garder le fou, le martyr, mais de faire un héros du mouvement ouvrier, quelqu'un qui est fou, qui est devenu fou, qui n'a même pas su qu'il avait été réhabilité, c'est compliqué. C'est très compliqué et je pense effectivement que dans l'histoire du mouvement ouvrier, Durand n'a pas sa place parce qu'il est devenu fou après sa condamnation.
Et qu'on n'a pas sa parole, qu'on n'a pas son analyse, qu'on n'a pas sa révolte, on n'a pas des mots sur tout ça. Au Havre, ce boulevard est dédié à la mémoire de Jules Durand. En 1910, une machination terrible fut dirigée contre lui. 50 ans après, la nouvelle pièce d'Armand Salacrou évoque l'affaire Durand et la personnalité originale de son héros. Armand Salacrou, auteur à vrai, est parti avec nous à la recherche des décors vrais de son drame. En 1960, l'histoire de Jules Durand sort de l'ombre grâce à Armand Salacrou, auteur dramatique. Il publie la pièce Boulevard Durand, affaire qui l'a passionné lorsqu'il était enfant. Et grâce à Armand Salacrou, je suis là aujourd'hui avec vous. Parce que sans lui et sans son livre, Boulevard Durand, je n'aurais peut-être jamais su que j'étais la petite fille de Jules Durand. C'est ce qui a déclenché l'envie. Enfin, c'est pas l'envie. Ma mère, je pense qu'elle a été poussée par des bonnes personnes qui lui ont dit, enfin, on parle de toi dans le livre, il faut que tu le dises. Il faut qu'à un moment donné, et que tes enfants le sachent. Sinon, peut-être que je ne l'aurais jamais su. Dans sa pièce, Salacrou évoque la future naissance d'un enfant en 1911. Mais il ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, ni ce qu'il est devenu. La mère de Christiane se décide alors à écrire à Salacrou, pour enfin révéler son identité, en disant « L'enfant, c'est moi, Juliette ». J'ai reçu, vous le savez ça, une lettre tellement bouleversante il y a quelques mois seulement, d'une femme qui m'a dit c'était moi l'enfant qui devait naître. Elle est née en 1911. Je suis la fille de Jules Durand et la fille de Julia. Et comme mon père s'appelait Jules et ma mère s'appelait Julia, on m'a appelée Juliette. Et ma vie a été un enfer. J'étais la fille du condamné à mort, la fille du soi-disant assassin. C'est au Havre que les comédiens du centre vont être confrontés avec les survivants de l'affaire Durand. Le jeune avocat qui défendit Jules Durand est là le soir de la première, c'est le président René Coty. Juliette, la fille de Jules Durand et de sa compagne, est là elle aussi. Les 3 coups vont retentir et ce sera le succès. Juliette Durand n'a pas connu son père, mais ce soir, elle le découvre sous les traits de Maurice Sarfati. J'ai des beaux souvenirs à la fin de la pièce, quand Maurice Sarfati l'a pris dans ses bras en lui disant « Madame, je n'ai joué que pour vous ». Et surtout qu'il avait vraiment incarné Jules Durand, lui-même était bouleversé. Et donc je me souviens de cette soirée un peu... belle soirée, enfin bouleversante, où ma mère a pleuré du début jusqu'à la fin. Enfin, c'était une pièce magnifique. Donc ce jour-là, on a revu Armand Salacrou, on a vu le président René Coty, qui nous a demandé de nous reconduire, si on voulait bien être reconduite. Et donc maman a dit oui. Et ce jour-là, donc le président Coty est venu dans notre petit appartement, en disant « c'est un peu petit, vous ne voudriez pas changer ?» Maman a dit « non, non, on est bien là ». Il a dit « oui, mais oui, c'est vrai, c'est coquet ». Et puis d'autres paroles qui restent toujours dans ma tête, en parlant de mon grand-père, en disant « ton grand-père, c'est un être à part, c'est un idéaliste, c'est un humaniste, un apôtre ». Là, c'est une photo avec le président Coty. Maman qui écoute pas vraiment. Je vois ses yeux tristes et nostalgiques, comme elle a toujours eu toute sa vie. Mais elle a vraiment gardé ça vraiment comme un poids et qu'elle n'a pas osé nous... Mais en fait, nous, on l'a ressenti parce que c'était pas une maman comme les autres. Je la sentais vraiment à part de tout le monde. Et toujours dans la tristesse, mais aussi l'empathie pour tout le monde. Et par contre, tout ce qu'elle faisait, elle avait peur de tout, coupable de tout, c'est fou. Et pour vous dire, 50 ans après la mort de Jules Durand,
Mon frère a dit à maman, tu sais qu'on pourrait demander réparation. Il est encore temps. Elle a dit, mais c'est pas possible. La justice, ça me fait peur. Elle avait peur que de quoi, je ne sais même pas, mais elle avait peur. Et elle a vécu dans la peur toute sa vie, donc la peur de tout. En avez-vous parlé vous-même à votre fille très tard? Non, c'est-à-dire j'ai eu un écosé que lorsqu'elle a vu sur le journal l'affaire Durand. Qu'il y allait avoir la création de la pièce. C'est ça, oui. Donc jusqu'à très récemment, mademoiselle, vous n'aviez jamais entendu parler de votre grand-père? Non, je n'avais pas entendu parler, mais enfin, une voisine m'avait raconté vaguement qu'il était en photo à Franklin, quand j'avais 8 ans, quoi. Aussi. Et quel était aussi votre sentiment en pensant à cette affaire? Bah, vous savez, à 8 ans, on pense surtout à l'héroïsme, alors moi j'étais plutôt contente que mon grand-père soit en photo à Franklin. Il y a eu une véritable omerta sur l'affaire Durand, tout ça par une certaine pudeur, une certaine honte, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et le grand-père a été condamné à mort, voilà, donc le qu'en dira-t-on, la réputation de la famille, etc. En plus, il était fou. Il finit à l'asile d'aliénés. C'est une honte totale. Et la honte, absolument, absolument terrible, elle retentira ensuite sur sa fille et sur sa petite-fille. Parce que, quelque part, dans l'esprit, peut exister une dimension de culpabilité inconsciente. Pas consciente, inconsciente. Et de gêne, c'est ce qui fait pour la fille de Jules Durand. Puis la petite fille, qui s'est transmise avant que, enfin, la mémoire de Jules Durand soit honorée comme maintenant, il a fallu beaucoup de dizaines d'années. L'association des amis de Jules Durand rassemble les éléments d'une mémoire parcellaire et éclatée. Un certain nombre d'actions ont permis de raviver une histoire oubliée, comme l'inauguration d'un square à Paris. Martyr, parce qu'il a osé dénoncer la misère des ouvriers charbonniers du port du Havre, et parce qu'il a revendiqué tout simplement les droits de l'homme. Je pense aux dockers, c'est comme ma famille en fait. Je pense que je représente quelque chose parce que c'est pas rien Jules Durand pour eux, c'est leur héros, je le sens ça. Et oui, il me touche, je me sens plus près, c'est normal peut-être, je sais pas. Et je trouve qu'ils ont un grand dévouement, ils sont généreux. Et ça me touche. Comment la tragédie de Jules Durand résonne-t-elle aujourd'hui? Le port du Havre s'est complètement transformé et le syndicat des dockers est devenu puissant. La peine de mort a été abolie et la justice a fort heureusement évolué depuis un siècle en faveur du droit des accusés. Alors en quoi cette affaire peut-elle servir d'exemple? S'inscrire dans les débats contemporains sur la justice sociale et l'état de droit. Dans les 25 dernières années, depuis l'an 2000, on a vu de plus en plus de répression syndicale qui nous rappelait en réalité que on ne serait pas loin, si on vous raconte le 14 juin 2016, quand on va faire la grande manifestation contre la réforme du travail à Paris, où on nous fait un guet-apens. Un guet-apens qui ressemble au guet-apens qui a été fait à Jules. Alors certes, aucun docker a été condamné à mort à la finalité, et bien heureusement. Et on a passé 3 ans et demi sur les bancs des tribunaux pour rien à la finalité. Rien du tout à la finalité. Mais c'était l'époque où on arrêtait, puis on vous mettait un CRS en face qui vous disait « Oui, je reconnais bien, c'est lui qui m'a frappé, hop, 6 mois de prison avec sursis, indemnité, enfin bref, tout ça. » Et on se dit que ça, vous voyez, c'est 2016. Bien 100 ans avant, on a notre camarade qui subissait le pire, puisque là, on peut pas faire pire que de condamner à mort à un moment donné. C'est le seul cas où un homme est condamné à mort simplement du fait qu'il était président d'un syndicat, puisqu'il n'a absolument rien fait. Aujourd'hui, c'est encore une question sensible. Il y a une tentative de saper les bases du syndicalisme, du droit du travail, de la démocratie sociale, qui est encore encouragée par Trump et Vance, qui montre l'actualité de défendre le droit des salariés à l'expression, à l'organisation, à l'action indépendante.
Moi, je considère toujours que l'histoire doit nous habiter pour éviter de reproduire ce type de tragédie judiciaire. Et dans la magistrature, moi, je rêverais que cette affaire fasse partie des cas pratiques qu'on examine à l'école de la magistrature. Pourquoi ? Parce que, certes, on a aujourd'hui une procédure pénale qui offre de nombreuses garanties pour éviter les erreurs judiciaires. Mais il n'y a pas de recette miracle. Et notamment, il est très important qu'on se garde en permanence, en tant que magistrat, de reproduire ces caricatures de justice de classe. Moi, je suis toujours un peu inquiet, même si on ne peut pas comparer l'époque, je suis toujours inquiet quand notre système pénal criminalise l'action militante. Parce que là, il y a une ligne jaune qui est compliquée. Donc voilà, cette affaire-là, elle peut nous être un peu un fil rouge nous indiquant que, attention, dès qu'on franchit cette ligne jaune, on risque de commettre des erreurs et de broyer des vies ou de broyer des existences à tort.